Et donc, on va passer la parole pardon, à Bruno. Bonjour Pour une Bruno. courte période. Bonjour. Et du coup, montre-nous plutôt le Alors, pendant entreprise et comment ouais. l'industrialisation reflète chez vous. Bah, je suis bien content que Pascal soit passé devant. Moi, je m'appelle Bruno Linéat. Je suis en charge d'un des pôles de R&D de Bouygues Construction. Je suis basé à Nantes, mais je travaille avec toutes les UO de bâtiments, notamment de Bouygues Construction en Europe ou dans le monde, sur l'industrialisation, sur le développement de la construction bois ou de solutions industrialisées, quels que soient les matériaux, l'impression 3D un petit peu de temps en temps, voilà. Et je suis content que Pascal soit passé devant moi parce qu'il a tout dit. Donc, j'ai plus grand-chose à faire. Je vais prendre des questions. Non. Je vais juste modestement, après ce cours très très bien structuré que Pascal vient de nous délivrer en 10 minutes, bravo, donner quelques points de vue de l'entreprise. Modestement, vous allez voir, normalement, si vous avez été attentif à ce qu'a dit Pascal, vous allez retrouver plein de choses qu'il a dites. On peut commencer tout de suite sur la slide suivante. Souvent, ce qui peut paraître visible quand on parle aux gens de la modernisation de l'acte de construire, on pense au numérique. Et sur nos chantiers, c'est vrai que nous travaillons sur des grues automatisées, que l'on descend même au rez-de-chaussée avec un poste de travail à distance. On voyait en haut à gauche, là, un grutier qui pilote sa grue avec des écrans, des capteurs, des retours haptiques dans le siège, tout ça. On dote nos compagnons bientôt de manchons connectés qui pourront leur permettre d'acquitter leurs tâches, communiquer avec n'importe qui sur le chantier ou au bureau d'études, prendre une photo d'un problème, etc. On a même mis en place des robots sur nos chantiers. Là, vous avez à droite Effibot, le robot d'effidance auquel nous avons pu donner quelques coups de main pour pouvoir développer un robot de chantier qui fait le coltinage, il peut porter jusqu'à 300 kg, les tâches inutiles qu'évoquait Pascal tout à l'heure. Bon, tout ça, ça peut paraître extrêmement novateur et source de beaucoup de gains, ça reste quand même la modernisation d'un mode non industrialisé de construction, d'un chantier traditionnel. Et donc sur la slide suivante, on verra que ça se heurte encore quand même à la structure même de nos chantiers traditionnels. C'est qu'un robot que vous voyez là en bas à gauche, le pauvre petit robot, il est perdu sur un chantier qui reste, même s'il est à peu près bien rangé, difficile d'accès, difficile à circuler, extrêmement difficile de se repérer dedans, surtout que ça change tous les jours, bien sûr. Donc, on est bel et bien en train, lorsqu'on fait ce que je viens de vous dire, de moderniser un acte de construire d'hier. Suivante. Si on veut aller plus loin et plus fort et plus vite, il faut, bien sûr, construire hors site. Et donc, comme le disait Pascal, vous voyez en haut à droite, nous pouvons mettre en place des modules qui contiennent plusieurs corps d'état, là, le chauffage, la plomberie, un bout du cloisonnement avec les supports de cloison, voire de structure. Donc ça, c'est assez répandu sur nos chantiers aujourd'hui. Et l'étape suivante, que nous commençons à rencontrer de plus en plus souvent, c'est la préfabrication complète de pièces ou d'éléments de logement. Là, ici, vous avez des pods de salle de bain dans une résidence étudiante, visiblement. Et tout de suite, on voit que le chantier n'a plus la même tête. Et c'est là que l'on peut dire que nos petites innovations numériques que je vous ai présentées au début, dans un contexte comme celui-là, elles sont encore plus percutantes et plus à l'aise. Mais ce qu'il ne faut pas s'y tromper, là, ce qui a changé dans ces photos-là, c'est le mode de construire qui fait appel à la préfabrication en usine. Suivante. Et pour avoir des chantiers qui, comme ça, bénéficient de cette solution, il faut, comme l'a dit Pascal, anticiper dès le début, dès le design, voire même dès le programme. Donc là, vous avez un exemple sur la photo de gauche qui est déjà un petit peu ancien. Ça s'appelait Alice, pour ceux qui ont peut-être connu ça. C'était un programme dont nous avons été lauréats de construction de logements sociaux, de 4 bailleurs sociaux qui étaient groupés pour faire un appel d'offres. Et nous avions fait un petit configurateur. On retrouve les mêmes mots que Pascal a dit. C'est un configurateur presque un peu manuel, un peu expérimental, où en associant des cubes de couleurs que vous voyez là, ces cubes-là représentent soit des appartements, soit des morceaux d'appartements, mais standardisés. Et en associant ces cubes les uns aux autres, on faisait des logements qui n'étaient pas répétitifs, on faisait quasiment du sur-mesure, mais basés sur des éléments standardisés. Et les gaines techniques se plombaient toujours. Et les règles de construction de sécurité étaient intégrées à ces cubes et donc étaient respectées si on les assemblait correctement. Voilà. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle le design for manufacturing, orienté vers une préfabrication. Alors, après, les modules comme ça, il se trouve qu'on ne les a pas préfabriqués, on les a construits plutôt traditionnellement, mais au moins déjà la conception était industrialisée. Et à droite, vous voyez un exemple où, là, Pascal, tu vas être content, on est revenu au niveau de l'Empire State Building. Les 2 tours Clement Canopy de Singapour, c'est pas les mêmes que celles que tu as montées tout à l'heure, c'est à Singapour celle-là. On les a montées, alors 3 ans au total d'opération, mais 1 an de développement et de conception, et ensuite 1 an de construction, d'empilage des modules, puis 1 an pour les finitions et les services, etc. Grosso modo. Donc on revient dans des valeurs. Donc lorsque l'on va au bout entre un design industrialisé et une fabrication
hors site, en un temps record, en tout cas vu des riverains du chantier, on fait quelque chose d'assez extraordinaire. Suivante. Alors, on peut très bien construire hors site autrement qu'avec des modules 3D, ça peut être des modules 2D. En tout cas, ce ne sera jamais tout seul dans notre coin, Pascal l'a dit, c'est avec des partenaires avec qui il faut co-construire, mais aussi co-concevoir, voire co-innover. Et donc, du coup, l'entreprise générale que nous représentons ici et qui, par le passé, faisait sa conception, voire prenait celle de l'architecte faite lorsqu'on était en loi MOP, et ensuite consulter les fournisseurs ou les sous-traitants, ça c'est plutôt terminé. L'avenir, c'est d'avoir des partenaires sur le long terme. Vous voyez, à gauche, là, Bouillé-Leroux, on n'a pas un partenariat écrit, formel, mais on a une collaboration de bonne entente. Ils ont développé un nouveau produit qui s'appelle Préfa Briques, des murs préfabriqués à base de briques, et nous avons modestement un peu collaborer, leur donnant des cibles financières, des chrono-analyses de nos chantiers traditionnels pour qu'ils puissent s'étalonner et développer leurs produits. Et là, cette photo, elle est toute récente, elle est de la semaine dernière. Nous posons des murs préfabriques sur un de nos chantiers dans l'Oise et nous ferons une chrono-analyse, nous ferons un retour d'expérience que nous partagerons avec Bouillé-Leroux. Voilà. Donc ça, c'est un petit partenariat informel qui permet finalement de bien faire sentir qu'ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux et on va développer de nouvelles solutions ensemble, préfabriquées hors site. Et à droite, là, par contre, beaucoup plus officiel et avec un contrat écrit devant les caméras de la France entière. Bouygues Construction et Bouygues Bâtiment France-Europe en particulier ont signé récemment avec Pifto Bois en Vendée un contrat basé sur la sécurisation de la fourniture du bois pour nos constructions. Parce que nous construisons de plus en plus en bois. Le béton reste largement majoritaire dans nos constructions, mais nous faisons croître le bois peu à peu en proportion de notre construction. Et là, avec Pifto, on s'engage, nous, sur un volume, pour qu'eux, ils aient une récurrence et puissent s'organiser, s'industrialiser encore plus qu'ils ne le sont déjà. Et eux, en revanche, ils s'engagent là sur ce partenariat-là à nous fournir du bois certifié, bien sûr, sans bois certifié, hein, pas de baisse du bilan carbone, hein, donc c'est avec du bois certifié, et français. Voilà. Et donc là, on agit aussi sur la filière. Vous voyez, donc le partenariat poussé à l'extrême. C'est indispensable, nous avons d'industrialiser. Voilà, et donc je finis la photo, bon, on est dans le Cement Lab, c'est encore une photo avec du bois, je sais bien, mais nous travaillons beaucoup, je voudrais rassurer tout le monde, sur les bétons de demain, les ultra bas carbone, et d'ailleurs, il se trouve que les travaux que nous menons sur les bétons bas carbone, comme par hasard, ils portent en grande partie sur la capacité de ces bétons d'être mis en œuvre en usine, et ensuite transporter, donc la résistance au jeunage, etc. Donc la version préfabriquée des bétons très bas carbone nous intéresse énormément et c'est une solution d'avenir, même si là sur la photo vous avez encore du bois. Et ce que je voulais dire en conclusion, c'est que la préfabrication hors site, c'est aussi une grosse opportunité pour l'environnement parce que, bien sûr, en mettant des matériaux bas carbone, que ce soit le bois certifié ou que ce soit du béton très bas carbone de demain, on fait baisser le bilan carbone d'une façon importante. Mais de façon un peu secondaire, avec des valeurs un peu secondaires, mais quand même, nous nous battons sur tous les fronts, donc on y va quand même. On s'intéresse aussi aux gains que l'on fait, par exemple, en préfabrication hors site, il y a moins de déchets, on maîtrise mieux le process, il y a moins de défauts, donc on fait tout du bon, bien du premier coup, et on ne fait pas finalement 2 fois le boulot, ce qui gâche les matériaux. La logistique, nous avons fait une étude avec un cabinet extérieur qui a démontré que la logistique d'une version industrialisée, avec notamment des points de regroupement, permet de gagner aussi en émissions un petit peu, mais beaucoup en pollution locale aussi, particules, etc., nuisances sonores sur les chantiers eux-mêmes. Donc finalement, ces chantiers préfabriqués qui sont donc des chantiers un peu plus furtifs pour les riverains, moins de pollution sonore, moins de camions, moins de particules, durée raccourcie du chantier, tout cela fait que la préfabrication en site est quand même une belle opportunité en termes d'environnement pour toute la chaîne de valeur de la construction. Voilà, je vais terminer sur cette note. Merci beaucoup Bruno, ça complète effectivement très bien les avant-propos de Pascal. On a quelques questions dans le chat, donc je t'invite à y répondre en direct. On peut peut-être en prendre quelques-unes en le métal, bien sûr, j'ai pas parlé du métal. Le métal fait aussi partie des moyens constructifs que nous explorons. C'est pas notre métier de base, mais nous avons construit notamment des opérations en Angleterre ou au UK en modulaire mix métal béton. Le métal, surtout s'il est recyclé, en effet, a son mot à dire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tous les métaux ne peuvent pas toujours être recyclés. Aux USA, qui sont très en avance sur nous sur la construction métallique, le métal est recyclé pour toutes les partitions secondaires et les ouvrages peu porteurs, mais par contre, pour l'instant, sur la charpente principale, ils refusent de mettre du recyclé, ils mettent plutôt du natif. Bon, voilà. Mais le métal, bien sûr, a son mot à dire sur la chose.
Très bien. Chez Bouygues Construction, vous voyez une évolution sur les conditions de travail et sur l'attractivité auprès des compagnons Évidemment, sur les chantiers aussi. oui, bien sûr, évidemment, parce qu'il n'y a pas, bien sûr, l'accidentologie dans une usine est encore plus faible que sur nos chantiers, mais nos chantiers ont fait d'énormes progrès. C'est un combat de tous les jours, mais on ne sera jamais parfait et on ne sera jamais satisfait. Dans une usine, c'est quand même mieux que sur un chantier. Et au-delà des accidents, même les conditions de travail en termes de santé, bien sûr, chauffer à l'abri de la pluie, pas la peine de vous faire un dessin, c'est bien mieux, évidemment. Et puis avec des process extrêmement prévus à l'avance, très peu variables, très peu de variabilité, des outils aussi, et voire de la robotique qui est plus facile à mettre en œuvre dans une usine que sur un chantier. Tout ça va aller dans le bon sens. Un petit mot peut-être sur la place des architectes dans la construction hors site. Elle est très importante. Elle est très importante parce que moi, je suis convaincu que, comme Pascal le disait, qu'on peut continuer à faire du sur-mesure pour nos architectes et nos clients tout en standardisant. Et c'est en comprenant cela, mais les architectes sont bien sûr à la pointe pour mettre ça en œuvre. C'est user de pièces standardisées pour faire des ouvrages uniques et à grande valeur ajoutée architecturale et fonctionnelle. Les architectes sont bien sûr au centre de cette réflexion. Et tous, je veux dire, y compris les plus petits. Parce que après, Oui, déjà sur le BIM, on a tout un débat sur la capacité des architectes à suivre, et certains sont très en avance, mais il y a des grandes disparités. Mais je n'ai pas parlé de la plateforme numérique de management de projet sur laquelle nous travaillons et qui est un outil indispensable qui va nous aider à progresser fort sur l'industrialisation, sur tout ça. Il faut bien voir que les architectes, grands comme petits, vont de plus en plus avoir à leur disposition des outils puissants qui sont, comment dire, plug and play pratiquement, et qui vont permettre à chacun d'enfourcher le cheval de bataille de la lutte contre le réchauffement climatique et l'optimisation de nos procédés. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention, Bruno, et merci encore Pascal pour faire ce jeu à deux voix finalement qui est très complémentaire.